Voilà, donc concernant Baccarat... Vous n'avez plus qu'une minute. Ah ben, non mais... D'accord, bon. Donc je vais raccourcir au maximum. Je crois que c'est un sujet quand même qui est dans l'esprit de chacun. Cette question, évidemment, elle est portée, c'est moi qui interviens, mais aussi la question de Rosemary, est bien évident. Je crois qu'il faut refaire un peu l'historique de Baccarat. Baccarat, c'est 1764. Donc aujourd'hui, quand même, une entreprise qui est très importante sur notre territoire, qui a été gérée récemment par des fonds de pension américains. Les fonds de pension ont eu la main pendant 13 ans. Aucun investissement non plus n'a été réalisé par ces fonds de pension. Donc aujourd'hui, le nouvel actionnaire chinois est en difficulté. Alors non seulement il ne paye pas ses dettes vis-à-vis des créanciers, mais il tarde aussi à réaliser les investissements qu'il avait promis. Et évidemment, ça suscite l'inquiétude des élus, c'est sûr, mais encore plus des salariés. L'annonce du rachat de la cristallerie en 2018 par le groupe chinois Fortune Fountain Capital avait déjà suscité de vives inquiétudes, mais la dirigeante du groupe, Coco Chou, a su rassurer les salariés et les élus du secteur en affichant sa volonté de développer la marque, notamment en Asie, mais aussi peut-être en ouvrant d'autres magasins au travers le monde. Elle devait investir 30 millions d'euros sur l'entreprise, ça n'a jamais été fait. Donc pour aller plus vite, puisque je vois que la présidente... Vous dépassez déjà les 2 minutes. Mais le sujet est important, ma chère collègue. Je sais que c'est un sujet important. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Donc aujourd'hui, Daniela Riccardi, qui était la représentante de l'entreprise en France, elle a totalement disparu. La directrice des ressources humaines aussi. Le directeur de la manufacture est également disparu. Donc on est dans une situation assez complexe. Alors vous voyez que la nécessité, on fait loi et le tribunal a décidé de mettre sous tutelle judiciaire donc la société Baccarat. Mais auparavant, dans le courant de l'été, les créanciers ont mandaté le cabinet parisien Prosphère, spécialisé dans des entreprises en difficulté. Son président a contacté... Non, mais c'est pas souvent que j'interviens, vous le savez. Donc, voilà. Mais il y a la même question qui va être posée par Mme Ribeiro. Donc on a été contacté, chacun des élus du territoire. Il a exprimé sa volonté d'entrer au conseil d'administration avec 3 représentants. Donc aujourd'hui, ce qui se passe là, cette proposition-là, elle est caduque. Donc on revient à une autre situation. Donc ce qui est important, c'est qu'on y voit clair, que les salariés, surtout, y voient clair, et que cette entreprise, qui est la plus grosse de notre canton, puisse encore perdurer. Merci. Sur cette question importante autour du devenir de Baccarat et des autres entreprises impactées par le même type de pratiques assez frauduleuses de soi-disant fonds d'investissement, je rajouterai que le département est en contact permanent avec l'intersyndicale, avec le maire Christian Gex de Baccarat, et que nous avons écrit à la secrétaire d'État, Madame Pannier-Runacher, et au ministre Bruno Le Maire en juillet. Nous attendons la réponse encore à ce jour, et qu'un autre courrier part là dans les jours qui viennent pour réinterpeller le ministre de l'économie sur cette situation dramatique. Je donne la parole à Pierre Baumann sur l'insertion des jeunes. Monsieur Baumann. Monsieur le préfet, j'ai pris connaissance du plan de relance gouvernemental, comme vous nous y invitiez en préambule de vos propos, au début de votre discours, et de son volet d'appui à l'emploi et à la formation des jeunes, incluant notamment un retour des emplois aidés. Dans le même temps, nous avons tous pris connaissance des dernières données de l'INSEE concernant les niveaux de vie des Français et du chômage. Je n'en retiendrai que 2. En 10 ans, le niveau de vie plafond des 10% les plus modestes a diminué de 2,9%. Et d'ici la fin 2020, c'est bien 800 000 suppressions d'emplois qui sont envisagées. Les jeunes, comme les publics vulnérables, sont et seront en première ligne de cette crise sociale. La paupérisation de cette frange de notre population m'inquiète d'autant plus qu'elle risque d'amplifier des inégalités existantes. Les jeunes issus des quartiers prioritaires ou de milieux modestes risquent d'être encore davantage touchés par les difficultés d'insertion et par le risque de décrochage.
Notre département a toujours combattu ces inégalités sociales en mettant au cœur des politiques publiques départementales la prévention et la lutte contre la pauvreté, en défendant des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité, en favorisant l'accompagnement de tous vers l'emploi et la levée des freins périphériques à la reprise d'activité, ou encore en faisant le choix résolu d'investir socialement dans le champ de l'éducation. C'est d'ailleurs sur ces bases que notre Assemblée a déjà voté une motion contre la réforme de l'assurance chômage et que nous avons déjà fait des propositions d'expérimentation du revenu de base ouvert aux 18 ans et dégressif en fonction des revenus d'activité, sans contrepartie, mais avec un accompagnement renforcé. Le développement des services civiques annoncé dans le plan de relance est par exemple une bonne chose, mais il faut toujours garder à l'esprit que le service civique ne constitue pas en soi un outil d'insertion professionnelle et qu'il n'a pas non plus vocation à se substituer à un droit social. En conclusion, Monsieur le Préfet, pourriez-vous m'indiquer quels moyens seront alloués spécifiquement par l'État sur notre département pour accompagner nos jeunes et comment se déclinera le plan Un jeune, une solution sur nos territoires et si des actions spécifiques sont prévues pour nos quartiers les plus touchés par le chômage et la pauvreté. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Alain Casimir. Oui, Monsieur le Préfet, depuis le 1er janvier de cette année se met en œuvre la nouvelle convention fiscale bilatérale qui a été signée en 2018 entre la France et le Grand-Duché et qui, entre autres dispositions, prévoit une situation d'exception par rapport au règlement européen puisqu'elle permet aux travailleurs frontaliers français d'exercer à partir de leur lieu de résidence pendant un délai de 29 jours un travail en faveur des entreprises localisées au Grand-Duché du Luxembourg. Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement français et le gouvernement luxembourgeois se sont mis d'accord pour faire en sorte que les jours télétravaillés durant cette période de crise sanitaire ne soient pas pris en compte dans ce quota de 29 jours. Il y a quelques semaines de cela, un député dont on peut se demander si la question qu'il a posée ne lui avait pas été suggérée par les autorités luxembourgeoises, avait sollicité une extension de ce délai de 29 jours. Le gouvernement avait répondu de façon très ferme et sèche qu'il était hors de question que la France renonce à son droit d'imposer. Pourtant, les accords concernant le télétravail ont été prolongés à ce jour jusqu'au 31 décembre prochain. Donc si la situation sanitaire, effectivement, et nous sommes tous d'accord, favorise l'essor du télétravail, qu'il est nécessaire également de faciliter les démarches des salariés, on souhaite connaître, Monsieur le Préfet, les contreparties fiscales qui auraient pu être accordées par le Luxembourg pour que la France renonce à son droit d'imposer sur ces jours de télétravail. Merci Alain. Pendant que Monsieur le Préfet va répondre à l'ensemble de ces questions, j'informe l'Assemblée qu'une motion déposée par le groupe socialiste, écologiste et républicain et le groupe Front de Gauche va vous être remise sur la situation notamment de Baccarat. Cette motion sera étudiée en commission thématique développement-insertion. Monsieur le Préfet. Merci Madame la Présidente. Pour répondre aux questions de Mesdames Falck, Ribeiro et de Messieurs Marchal et Maguin sur la situation de la cristallerie de Baccarat et de la société Saint-Gobain. D'abord, s'agissant de la manufacture de Baccarat, vous le savez que cette situation est très étroitement suivie par la ministre en charge de l'Industrie, Madame Pannier-Runacher, par la Direction générale des entreprises. Aujourd'hui, vous savez, le tribunal de commerce a décidé de placer la manufacture de Baccarat sous administration provisoire. Je dis bien administration provisoire, puisque j'ai pu voir dans la presse des mentions erronées sur la procédure ou qui parlaient de liquidation, de choses de ce genre. Ce n'est pas le cas. Et les administrateurs provisoires ont 4 mois pour rendre leur rapport. Alors bien évidemment, dans ce cadre, les services de l'État sont très attentifs. L'objectif de la décision du tribunal de commerce
qui a été approuvé par les parties, missionne ces administrateurs judiciaires pour à la fois dresser un bilan objectif des liens capitalistiques qui existent donc en amont de la société Baccarat et l'impact de la situation de la société mère qui est basée à Hong Kong. Et puis, bien évidemment, il leur est demandé d'établir un diagnostic de la situation financière et juridique de l'entreprise quant à la détermination des droits effectifs des membres du conseil d'administration. Voilà, donc cette décision, en tout cas, me semble avoir été approuvée par le comité social et économique de Baccarat, qui a dénoncé à plusieurs reprises les carences de management, comme vous avez pu le souligner. Voilà, donc bien évidemment, l'État ne se désintéresse pas de ce dossier, il suit attentivement la situation, mais dans le cadre évidemment du mandat qui a été donné par le tribunal de commerce aux administrateurs judiciaires. La situation de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson est, elle, évidemment bien différente, même si elle est également suivie par la ministre déléguée à l'industrie et par la délégation interministérielle à la restructuration des entreprises. Madame Pannier-Runacher avait d'ailleurs, en juin dernier, informé, je crois, les élus locaux d'un accord qui existait entre Saint-Gobain et un partenaire. Donc tout ça est suivi avec beaucoup d'attention. Évidemment, la situation des deux entreprises est totalement différente. Je crains, Madame la conseillère départementale, que votre souhait de voir les deux entreprises nationalisées n'entre pas dans les projets du gouvernement ou du ministre de l'économie et des finances, mais je peux me tromper. En tout cas, je n'ai rien décelé dans sa philosophie politique qui aille dans ce sens. J'en suis désolé pour vous.